C'est bon pour vous. Merci pour votre patience. Merci d'être présent et présente. On s'attendait à avoir pas beaucoup de monde, mais en fait, ça mobilise. C'est chouette. Ça donne espoir. On est ensemble pendant 1h15. Enfin, 1 heure. Non, on a jusqu'à 18h parce qu'on a pris un peu de retard. Pardon encore pour ça. Il y a des places devant. N'hésitez pas à venir vous rapprocher de nous. Donc, on est ensemble pendant 1 heure pour réfléchir autour de la question de la prévention contre les violences sexuelles et sexistes et de réfléchir notamment au rôle que peuvent prendre les réseaux et fédérations de professionnels sur ces sujets-là. Quel rôle, quelle responsabilité. Donc, je suis ravie d'accueillir auprès de moi pour cette heure Agnès Salle, qu'on ne présente plus. Tu es haute fonctionnaire déléguée aux questions d'égalité, de prévention contre les discriminations et la diversité au sein du ministère de la Culture. Merci pour le travail que tu portes et le soutien que tu as apporté notamment à Futurs Composés ces derniers mois. C'est très précieux, très précieuse de t'avoir même. Et Katie Watt de On the Move, qui travaille sur les questions de recherche et qui vient notamment là partager les recommandations d'un programme très ambitieux et inspirant qui s'appelle Culture Shift, qui a travaillé sur les questions de relations entre genre et pouvoir et qui a formulé notamment pas mal de recommandations à l'endroit des réseaux culturels européens sur comment rendre le secteur culturel plus sécurisant, plus ouvert, où il fait bon travailler, et un endroit où on pense à notre travail et pas à autre chose. J'avais envie de commencer et du coup je représente Futurs Composés en tant que membre. Cette année j'ai porté une enquête autour des questions de prévention contre les violences sexuelles vis-à-vis des membres de Futurs Composés pour identifier les besoins, les problématiques traversées par les membres et je m'occupais de la mission égalité du réseau et là j'interviens en tant que membre. J'avais envie d'ouvrir cette session par un témoignage. On a eu il y a quelques mois au sein de Futurs Composés une demande d'une artiste membre qui nous avait fait part d'un témoignage de viol qu'elle avait vécu en lien avec le milieu professionnel. Et son souhait de partager son expérience de plainte. Elle a décidé de porter plainte et elle avait envie de pouvoir trouver auprès de Futurs Composés un espace où elle pourrait partager ce qui l'a poussée à porter plainte, le parcours jusqu'à la plainte, comment elle a trouvé une avocate, les difficultés qu'elle a pu rencontrer, ce qui s'est passé au moment de la plainte et ce qui s'est passé après. On sait à quel point la justice est défaillante, on sait que les 96 000 viols par an, que 8% des auteurs sont condamnés, 1% quand il s'agit de viol, on sait à quel point les parcours de justice pour les victimes de violences sexuelles sont compliqués, sont lourds psychologiquement, sont lourds financièrement. Il y a eu un super rapport de la Fondation des femmes sur le coût de la justice pour les femmes, pour les victimes. Je vais dire pour les femmes parce que 95% des personnes victimes de violences sexuelles sont les femmes et 99% des auteurs sont des hommes. Donc il y a eu un très bon rapport de la Fondation des femmes sur ces questions-là. Et on a décidé avec Futurs Composés de répondre favorablement à cette demande en trouvant un espace à l'occasion des rencontres annuelles qui sont organisées sur les questions d'égalité et de lutte contre les violences qui ont lieu en marge de Musica chaque année à Strasbourg en septembre. En offrant un espace, c'était pendant 3 heures. On lui a proposé d'être accompagnée d'une avocate spécialisée sur les violences faites aux femmes, Kadisha Azougash, que je salue et que je recommande. Et de pouvoir revenir sur son parcours en partant d'une expérience personnelle, mais étayée, éclairée par les conseils, le regard de cette avocate. On avait une 50 de personnes, femmes, enfin, c'était des femmes, c'était ouvert aux femmes, présentes sur ces 3 heures d'échange. C'est un moment qui était très fort, qui a été marquant pour beaucoup d'entre nous, outillant, parce que c'était vraiment l'objet, c'est de dire en fait on répond à un moment où il y a une défaillance du système judiciaire, juridique, mais même de manière générale, disent de questions d'isolement des victimes et comment les choses peuvent se partager, comment les recommandations peuvent se partager. Donc ça a été très fort, outillant, ça a permis la mise en action de plusieurs femmes, parce qu'en parallèle, on recevait à l'endroit de Futurs Composés des témoignages de femmes victimes de violences qui se posaient la question de la plainte, mais qui se sentaient désarmées par rapport à cette question-là. Donc ça a permis de répondre à ces besoins. Mais au-delà de la force de ce moment, ça soulève de manière plus générale la question du rôle
des réseaux, justement. Quelle responsabilité on a et à quel endroit comme celui-là, un endroit où on ne nous attend pas forcément, on peut répondre. Il y a une conviction qui est partagée au sein de Futurs Composés, qui est que l'endroit des réseaux, c'est un endroit essentiel pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes, de par la proximité et la confiance qu'on a avec nos membres, parce qu'on est sur des sujets qui sont structurels, qui sont systémiques et qui nécessitent une réponse forcément collective, donc par l'endroit des réseaux, parce qu'en tant que réseau, on va travailler sur les questions de défense d'un modèle, par exemple de la création musicale, de son modèle de diffusion, mais aussi de comment faire en sorte que le secteur soit plus égalitaire. Et les violences sexuelles et sexistes sont un frein à la pleine réalisation de l'égalité dans le secteur. Et ça, c'est vraiment important. Les violences sexuelles sont un frein au développement de la carrière des femmes. Sont un frein pour l'accès aux opportunités des femmes sur des opportunités financières, des opportunités professionnelles. Il faut lutter contre les violences sexuelles et sexistes, il faut s'en emparer, c'est un champ d'action. C'est pas évident, ça pose plein de questions, on en a eu encore ces dernières semaines, mais c'est un endroit de travail. Donc on va réfléchir toutes les trois sur l'heure qui arrive, sur cette question des priorités. Quelles sont les priorités que doivent se donner les réseaux de professionnels pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes? Quel est le bon endroit? On va avoir d'abord la perspective apportée par Agnès, donc par ton expertise, par ton expérience, et puis de l'endroit du ministère. Peut-être de voir quelles sont les attentes à l'endroit des réseaux pour faire levier d'action, levier de transformation, un peu un état d'observation. Après, je vais revenir sur les conclusions et recommandations de l'enquête qu'on a portée au sein de Futurs Composés cette année, qui émanent des membres de Futurs Composés sur quelles sont les perspectives d'action et les besoins pour mieux lutter contre les violences sexuelles, comment pour travailler un secteur plus inclusif, une meilleure culture une culture plus saine en fait de travail. Et puis Katie Watt qui vient apporter une perspective européenne sur le sujet, notamment en s'appuyant sur les recommandations d'Under Move. On garde un temps à la fin pour les questions. On gardera un temps pour les questions, évidemment, à la fin. Merci beaucoup pour cette présentation introductive. Vous dire que, en effet, alors même que les violences sexuelles et sexistes existent partout dans la société, je ne vais pas stigmatiser en particulier le secteur culturel et artistique, mais puisque c'est celui dans lequel nous travaillons, vous travaillez, je travaille, c'est à celui-là que nous allons consacrer le plus d'attention et d'efforts. Donc ça existe depuis des décennies, des siècles. On ne sait plus comment qualifier le phénomène. Simplement, la grande nouveauté, et c'est récent, et MeToo nous a énormément aidés et portés, c'est que les pouvoirs publics, en général, le ministère de la Culture en particulier, ont érigé le principe de tolérance zéro, et pas seulement ce qui avait pu être le cas précédemment dans les paroles, dans les discours, dans les séminaires, dans les colloques, dans les débats, mais dans la réalité concrète. Et pour cela, on a mis en place toute une série d'outils et de mesures, en commençant d'abord par les services du ministère, des établissements publics, parce qu'il ne s'agissait pas de donner des leçons ou de faire la leçon aux différents secteurs professionnels, culturels et artistiques, sans commencer par regarder ce qui se passait dans nos structures à nous, c'est-à-dire les services du ministère, les établissements publics, les services à compétence nationale. Et je peux vous dire qu'il y avait et qu'il y a encore beaucoup à faire. Simplement, ce travail un peu introspectif nous a beaucoup aidé à définir des modalités d'action. Ces modalités, quelles sont-elles? L'une des premières, ça a été la mise en place, aussi bien pour les agents du ministère et de ces établissements que pour l'ensemble des secteurs culturels et artistiques, d'une cellule de signalement, d'alerte que nous avons initiée, que nous avons soutenue. Mais il faut reconnaître que l'initiative première, c'est la FESAC qui l'a prise, donc à la fois représentant des employeurs et des salariés du secteur. Et nous avons demandé à Audience, qui est l'organisme de protection sociale du secteur, d'opérer cette cellule qui est composée de 2 volets, tout aussi importants l'un que l'autre. Un volet d'accompagnement juridique assuré par des avocats
et des avocates, et un volet de soutien, d'accompagnement psychologique assuré par des psychologues professionnels qui sont partie prenante d'audience. Cette cellule a commencé à prendre une belle ampleur avec un nombre de cas qui lui sont signalés et donc d'accompagnement possible qui sont assurés. Elle existe, elle a été ouverte en pleine pandémie, en juin 2020. Ce n'était pas forcément la période idéale, mais pour autant, nous avons fait en sorte que la communication autour de cette cellule soit la plus répandue et la mieux diffusée possible. Et nous avons encore, évidemment, beaucoup de chemin à faire pour que la cellule soit utilisée au plein de ses capacités. Et ce qui est intéressant, c'est que nous l'avons étendue. Le périmètre d'intervention de la cellule s'est progressivement étendu à plusieurs secteurs différents. On y a inclus les auteurs et les autrices, on y a inclus le secteur du jeu vidéo, on y inclut maintenant tout le secteur de l'édition littéraire, et on pense très important d'avoir une structure finalement unique qui permette de recueillir la parole et d'accompagner, d'aider, d'outiller les personnes victimes ou témoins de violences sexuelles et sexistes. Un deuxième volet éminemment important, c'est celui de la formation pour que les gens victimes, témoins, mais peut-être aussi auteurs de ces délits pénaux, sachent de quoi il s'agit, de quoi on parle finalement. Et ces formations, nous les avons réalisées, alors on l'a fait d'abord au sein du ministère, évidemment, mais je n'en parle pas, je parle plutôt des secteurs professionnels. Nous avons mis en place ces formations avec l'aide de l'AFDAS, qui a défini avec nous un cahier des charges pour élaborer des sessions de formation utiles, efficaces, avec différents modules. Et le marché lancé par l'AFDAS a permis d'identifier une douzaine de structures de formation disponibles sur l'ensemble du territoire national et ultramarin, ce qui est évidemment très important aussi, de façon à être appelé à la rescousse par tout organisme, par toute structure culturelle, à la fois structure, mais également des individus qui soit sont des salariés permanents, soit des salariés intermittents de ces secteurs, et qui peuvent bénéficier de ces formations dans des conditions extrêmement favorables sur le plan financier, puisque toutes les dépenses liées à ces formations sont prises en charge sur les fonds de la formation continue, pour qu'il n'y ait pas de débours, ni pour l'individu qui veut se former, ni pour la structure qui a l'intention de former ses équipes. Donc vraiment, on a essayé de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour que ce soit facile, accessible, et évidemment qu'à l'arrivée, on ait un maximum de personnes sensibilisées, formées à ces sujets. Et puis, nous avons déployé... Tout ça, évidemment, s'est passé en même temps. On n'a pas fait les choses successivement, mais en parallèle. Et puis, on a déployé, grâce à une volonté politique très forte de la part des ministres de la Culture successives et successifs, on a déployé l'arme lourde, l'artillerie lourde, c'est-à-dire le conditionnement des aides financières à la prise en compte par l'ensemble des structures demandant une aide financière de l'État, du ministère de la Culture, de la nécessité donc de s'outiller en interne, à la fois en rendant publique l'existence de la cellule d'alerte dont je parlais, en développant les plans de formation, en identifiant des référents, des référentes au sein de leurs équipes capables, justement, même quand il s'agit de toutes petites équipes, on sait bien que la taille des structures joue beaucoup dans l'efficacité relative de ces différents outils mis à disposition. Donc, identifier des référents et puis faire en sorte, évidemment, qu'à chaque alerte, qu'à chaque signalement interne, qu'il soit le fait d'un salarié ou d'une salariée permanente ou intermittente, y compris pour un projet qui a une durée de vie limitée dans le temps, que ce soit un festival, un spectacle. On sait bien que les gens, ça n'est pas la même chose que dans une structure pérenne où les personnels sont là en permanence, où il est plus facile de développer à la fois des formations, et des actions préventives et des actions curatives. Mais pour autant, la prévalence, la prééminence de ces actes de violence sexuelle et sexiste impose à toute structure, quelle que soit sa taille, de s'emparer de ces sujets
et des outils mis à disposition pour les traiter. Et donc, que la saisine de la justice soit systématique et que finalement, qu'il y ait ou pas dépôt de plainte, ça c'est très important. Ne pas imposer en préalable, on l'a tellement vu, y compris dans les services de l'État, on dit tant que la personne présumée victime n'a pas déposé plainte, on ne fait rien. Non, pas du tout. Il faut s'emparer de tout signalement, de toute alerte. Nous n'avons pas à nous substituer au service de la justice ni au service de police. En revanche, dès qu'un signalement nous parvient, notre responsabilité est de le faire connaître, de le faire remonter au procureur de la République, qui ensuite a priori les compétences nécessaires pour savoir si l'affaire doit ou non donner lieu à enquête de police et ensuite à un suivi judiciaire et pénal adapté. Mais en tout cas, la responsabilité est de ne jamais enterrer, de ne jamais considérer qu'il s'agit simplement d'une rumeur ou d'un bruit ou qu'on nous oppose la fameuse formule, c'est parole contre parole. Non, ça n'est pas ça. À chaque fois, la parole des personnes qui sont présumées victimes doit être entendue, doit être écoutée, doit être accompagnée avec toute cette diversité d'outillage qui existe, qui est mis à disposition. Alors évidemment, ce que tu disais tout à l'heure sur la lenteur et parfois la non-adéquation des décisions de justice, nous le savons bien. Pour autant, ça n'est pas une raison de ne pas signaler, de ne pas faire en sorte que tous les outils à notre disposition, y compris judiciaires, soient déployés sans du tout faire obstacle, parce que ça également c'est une critique qu'on nous fait à la présomption d'innocence. Ça n'est pas ça, nous ne nous substituons pas à la justice. En revanche, notre responsabilité et votre responsabilité en tant qu'employeur, même d'un tout petit nombre de personnes, même à titre occasionnel, c'est de protéger les personnes avec lesquelles vous avez vocation à travailler et faire en sorte justement que cette espèce de sécurité qui est la condition préalable à l'expression du talent, à la poursuite de parcours professionnels qui soit harmonieux, qui ne soit pas entravé par ces difficultés-là. Votre responsabilité, c'est justement de mettre en place les dispositifs qui existent et qui doivent évidemment bénéficier au plus grand nombre. Merci. Est-ce que tu veux dire un mot sur les réseaux, plus particulièrement sur les réseaux, les fédérations professionnelles, par rapport à ce que vous avez mis en place, à quel endroit ça peut être complémentaire ou en soutien après ces 2 années Tout à fait. Les réseaux jouent un rôle éminent dans la mesure où, justement, ce sont pour nous des interlocuteurs qui facilitent le travail dans la mesure où nous pouvons bien sûr nous adresser individuellement à toutes les structures et nous le faisons quand on conditionne l'accès aux aides financières. C'est chaque structure individuelle qui doit justifier d'avoir mis en place toutes les règles que nous avons posées au départ comme indispensables pour être efficaces dans la prévention et la lutte contre les VSS. Donc c'est au niveau individuel que cet accès ou pas aux aides financières publiques se joue, mais il n'empêche que pour être plus opérationnel, le caractère extrêmement utile du travail des réseaux se manifeste, y compris d'ailleurs dans la communication, dans l'information diffusée aux membres de ces réseaux professionnels, dans la mise en place également parfois de mutualisation dans les formations que nous mettons en place, notamment quand il s'agit de petites structures. Il peut être beaucoup plus efficace d'organiser une formation ouverte à plusieurs structures en parallèle, dont la réunion est rendue possible par l'action du réseau. Et puis le réseau peut également développer, et on peut les y aider, les réseaux, des compétences propres en matière juridique, en matière d'accompagnement, pour être le premier niveau d'appui, d'aide, de soutien à toute structure membre du réseau qui aurait besoin tout de suite, voilà, j'ai un cas chez moi, comment puis-je le traiter, avec quels outils? Et le réseau est là un élément intermédiaire particulièrement efficace et puissant à partir du moment, évidemment, où on lui donne les moyens
d'exercer ce travail. Donc pour nous, les réseaux, ça joue dans le domaine de la musique, ça joue dans tous les domaines, dans le domaine de la photo, dans le domaine des arts visuels, dans le domaine du cinéma, de l'audiovisuel, du jeu vidéo. On voit à quel point les réseaux qui se sont constitués, les collectifs, les associations, sont des intermédiaires. Enfin, le terme n'est pas bien choisi, ce ne sont pas des intermédiaires, mais ce sont des partenaires. C'est un meilleur mot, absolument indispensable pour que l'action publique se déploie dans l'ensemble des secteurs avec toute l'efficacité requise. On n'y est pas encore. Je ne veux pas du tout vous brosser une version, idyllique de la situation actuelle, mais dire qu'au moins la volonté politique de lutter contre les VSS est là et qu'une partie au moins des outils pertinents ont été déployés. Encore faut-il qu'ils soient connus, ces outils, qu'ils soient utilisés et qu'ils donnent pleine satisfaction. Aujourd'hui encore, je peux vous dire que vu le nombre de cas qui nous remontent à la fois de nos établissements publics, de nos écoles, les écoles d'art, les écoles d'architecture, etc., mais également des structures dans le domaine culturel et artistique, je peux vous dire qu'on n'est pas encore du tout au bout de l'effort. Merci. C'est justement le point de départ aussi qui a poussé Futurs Composés. Donc, je ne l'ai pas dit au départ, mais on est le réseau national de la création musicale a lancé une enquête auprès de ses membres avec une particularité que c'est un des seuls réseaux musicaux à avoir parmi ses membres et des personnes physiques, des artistes, des chercheurs, des chercheuses et des employeurs. Ce qui est hyper intéressant parce que du coup, ça donne une approche de fait complexe de l'ensemble des sujets, mais notamment de celui-là en croisant des typologies d'acteurs et d'actrices différentes. On a lancé cette enquête-là à la fois parce que donc on est convaincu de l'importance du rôle des réseaux, parce qu'on recevait des témoignages de violences sexuelles et sexistes. Donc de fait, qu'on soit formé ou pas, c'est un rôle qu'on nous avait donné, donc une nécessité de se mobiliser. Au moment de lancer l'enquête l'année dernière, donc auprès des membres, on avait 3 hypothèses formulées au sein de l'équipe qui rejoignent ce que tu disais, Agnès. La première, c'était on faisait l'hypothèse d'un manque de connaissances, notamment de la part des artistes, personnes individuelles, membres, de leurs droits et des responsabilités de leurs employeurs. Parce que comme tu l'as dit, la plupart des formations qui ont découlé après MeToo se sont adressées aux employeurs et c'est normal au regard de leurs obligations. Mais en tant qu'artiste individuel, comment bénéficier aussi, en tant qu'artiste, on bénéficie aussi de ces formations. Avec l'AFDAS, on peut y aller, mais c'est vrai que ça repose sur une démarche individuelle. Et c'est là où il y a un rôle des réseaux peut-être à mutualiser en proposant des formations plus largement auxquelles les artistes notamment peuvent être invités. Le deuxième point, c'était le manque d'un échelon intermédiaire entre, par exemple, des cellules comme Audience ou comme d'autres cellules d'écoute et d'accompagnement qui existent et des personnes qui seraient victimes ou témoins de violences sexuelles et sexistes. Parce qu'on l'a éprouvé. On l'a éprouvé au sein de Futurs Composés. Alors, c'est notamment quelque chose qui est arrivé au moment de l'arrivée de Laurence en tant que déléguée générale et de Nadia à la présidence. Donc, il y a peut-être un signal qui a été envoyé auprès des membres de confiance. Mais en tout cas, il y a des témoignages qui ont commencé à arriver. Parce qu'il y a besoin, on le sait, quand on est victime de violences sexuelles, d'endroits de confiance et de proximité pour pouvoir prendre la parole et être en confiance de l'endroit d'écoute. Donc, c'était une hypothèse. Et la troisième hypothèse, qui est liée aussi au profil des membres employeurs de Futurs Composés, de très petites structures avec 1 ou 2 employés, quelle appropriation et application des obligations spécifiques au harcèlement sexuel à cet endroit-là, quand on sait qu'il y a un manque de ressources, de temps, de personnes au sein de l'équipe pour se mobiliser sur ces questions-là. Et on faisait l'hypothèse que les réseaux peuvent jouer un rôle soutien à cet endroit-là. Donc l'enquête, elle est terminée, elle est publiée. Malheureusement, on les a pas encore reçus. On n'a pas encore reçu les livrets, donc on ne pourra pas vous les partager maintenant. Donc je voulais juste partager quelques chiffres qui montrent que la création musicale n'est pas exempte de violences sexuelles et sexistes. Il fallait encore le démontrer, mais je trouve que c'est quand même important. On a une bonne mobilisation de nos membres, la moitié des personnes physiques qui ont répondu à l'enquête. Et parmi elles, 74% disent avoir été confrontés à des remarques et insultes et propos sexistes dans le cadre professionnel, ce qui fait écho à des chiffres nationaux du texte de Brigitte Grésy sur les questions de VSS, qui est de l'ordre de 80%. 60% des répondantes partagent le fait qu'elles vivent des propos et comportements insistants et déplacés dans le milieu professionnel. 45% des invitations compromettantes.
30% disent avoir subi des contacts sur une zone sexuelle non désirée en milieu professionnel, du coup de la création musicale, et 10% à avoir subi un viol au cours de pratiques professionnelles. Voilà, donc les chiffres sont là. Ce qui était partagé aussi, c'est que 60% des cas ont été le fait d'un supérieur hiérarchique. Et dans les réactions qui vient épouser la question du besoin d'un espace de confiance, c'est que la plupart d'entre elles, 70%, se sont tournées vers des proches et 50% vers des collègues. Sur la première hypothèse qu'on a cherché à questionner dans l'enquête, donc sur la question de l'accès aux droits et aux formations, donc 65% des répondants n'ont pas suivi de formation. Donc il y a un vrai besoin à l'endroit en tout cas des réseaux de soutenir cette action-là. On note une bonne connaissance des définitions de harcèlement sexuel et de sexisme, et de l'obligation des employeurs d'assurer la santé et la sécurité de leurs salariés. Par contre, il y a des vrais espaces d'ombre sur lesquels il faut faire de la pédagogie. J'en partage quelques-unes là, à voir comment chacun et chacune peut s'en emparer, mais ça me semblait important. La première, c'est le fait qu'on puisse mettre en cause l'employeur s'il faillit à ses obligations de prévention, de réaction et de sanction. Et que l'employeur peut être mis en cause devant les prud'hommes. Donc ça, c'est un des points. Le fait que son pouvoir de direction l'oblige et lui donne un outil de réaction et de pouvoir mener une enquête pour aussi sortir de l'idée exactement de ce que tu disais on ne se substitue pas à la justice. En fait, il y a des moyens légaux qui sont mis à la disposition des employeurs et il faut absolument faire de la pédagogie autour de ça parce que ce sont des vrais leviers et cadeaux de transformation en fait, qui ont quand même été bien pensés. Et le troisième point, ce qui est vraiment crucial, et c'est ce que tu disais, du coup je me répète, mais je le redis, c'est l'indépendance des voies judiciaires. C'est-à-dire qu'un employeur ne peut pas conditionner sa réaction au fait qu'une victime porte plainte. Je le redis une fois, c'est le fait qu'une victime porte plainte, c'est du domaine privé. En fait, ça ne regarde pas l'employeur. Et d'ailleurs, on voit des affaires dans lesquelles ce qui ressort du pénal diffère de ce qui ressort des prud'hommes. Donc c'est vraiment très important et c'est des choses qu'on entend de l'employeur n'a rien fait parce que je n'ai pas porté plainte. Donc continuer à faire de la pédagogie à cet endroit-là. Il y a un point aussi qui a été très... Oui, pardon. Juste sur ce point-là, vous dire que vous n'êtes pas les seuls à avoir cette... Enfin, vous, pas vous, mais enfin, le secteur n'est pas le seul à avoir cette perception, à avoir eu en tout cas cette perception faussée, puisque dans l'administration, très longtemps, mais vraiment très très longtemps, on a considéré qu'il ne pouvait pas y avoir de procédure disciplinaire à l'égard d'une personne s'étant de façon présumée rendue coupable de violences sexuelles et sexistes, tant qu'il n'y avait pas en parallèle de décision de justice. Or, on se tue à dire, et ça commence enfin à être compris, entendu et mis en pratique, qu'il y a deux démarches parallèles qui n'ont pas à se parler, qui n'ont pas à dialoguer entre elles. La responsabilité de l'administration, c'est quand il y a une présomption, quand il y a une alerte, c'est de mettre en place un dispositif d'enquête d'abord, et le cas échéant, un processus, une procédure disciplinaire qui est en plus hyper encadrée avec la protection des personnes, avec l'accompagnement et l'assistance à chacune, à la fois à la victime et à la personne accusée, et un déroulement d'une procédure disciplinaire qui est très encadrée et qui peut aboutir à des sanctions indépendamment, mais complètement indépendamment de toute procédure pénale parallèle. Il peut y avoir concomitance, il peut y avoir différence de calendrier d'aboutissement des procédures, il peut même y avoir, et tu le dis très justement, il peut même y avoir des différences d'appréciation sur l'aboutissement ultime. Il peut y avoir une sanction disciplinaire sans sanction pénale ou l'inverse. Mais donc, encore une fois, dire à l'administration, et on a vraiment fait en sorte que ce discours-là passe enfin, aussi bien au sein du ministère que dans les établissements publics, que ces deux voies vivent leur vie séparément et qu'il n'y avait absolument pas lieu de se réfugier derrière une absence éventuelle de procédure pénale engagée pour ne pas engager immédiatement, et parce que l'obligation de l'employeur, elle pèse également sur les administrations, une procédure à la fois d'enquête et disciplinaire. Donc, ça, c'est très important, parce que ça fait partie des idées fausses qui ont tellement longtemps
empêcher, parce que c'était bien confortable, parce que finalement, la lâcheté, l'hypocrisie, la poussière sous le tapis sont toujours la première réaction un peu viscérale, un peu immédiate. Mais il faut combattre ça, et je crois que vraiment, depuis 5 ans, on a mis en place cette nouvelle culture de l'empêchement de cette prévalence des violences sexuelles et sexistes qui ont vraiment trop longtemps entaché nos secteurs, et j'y inclus, et de façon très très volontaire, l'administration de la culture. Merci. Peut-être sur les autres points d'ombre ou de méconnaissance de la part des artistes qui sont sortis de l'enquête, c'est la question aussi que la responsabilité de l'employeur s'étend sur tout type de contrat, y compris des CDDU, donc pour les personnes intermittentes, y compris si les contrats sont terminés. Le fait aussi que si les faits se sont produits en dehors du cadre du travail, mais que les personnes se sont rencontrées par le biais du travail, c'est des petites choses, ça paraît anecdotique, mais je me dis que c'est des choses qui sont importantes de pouvoir à diffuser, parce que c'est là où les clés de changement se feront. Et le dernier point, c'est la question de la co-responsabilité des co-contractants, donc notamment entre un lieu de résidence et une compagnie qui embauche ses salariés, ses artistes dans le cadre d'une résidence qui est accueillie ailleurs. S'il se passe quelque chose avec un salarié de la compagnie, de la structure de résidence, il y a une responsabilité partagée entre le lieu de résidence et la compagnie. Et il y a une obligation de réagir de manière diligente entre les deux. Donc, ce qui permet aussi à des compagnies qui seraient peut-être désarmées parce que trop petites, parce que exposées, de pouvoir s'appuyer aussi sur le co-contractant. Et là, c'est dans les annexes, la mise à jour des annexes de la convention collective, que c'est assez bien détaillé. C'est un peu technique, mais ça me semble important de pouvoir y revenir. Sur le deuxième point, la question du sentiment du manque de relais d'écoute. Ce qui ressort, c'est le fait qu'il y a parmi toutes les personnes qui ont répondu, aucune ne connaissait la cellule audience et aucune ne l'avait mobilisée. Donc, il y a un vrai besoin de pouvoir communiquer à cet endroit-là, que c'est un accès gratuit, que c'est vraiment... ça, c'est un des points qui est important. Ce que les membres aussi ont formulé, c'est le besoin au sein des réseaux de créer des espaces d'écoute. Et donc, du coup, ce qui nécessite d'avoir parmi les équipes, ou peut-être 1-2 personnes qui seraient formées à une première écoute. Ensuite, on redirige vers des relais, que ce soit audience, que ce soit des relais comme la VFT ou le CFCV, qui sont des endroits féministes et qui militent au-delà de la question de la culture. Mais il y a aussi des endroits, notamment portés par l'association HF, qui ont créé des cellules d'écoute dans la région de Toulouse et à Lyon. Donc voilà, ensuite on peut faire relais, mais de pouvoir prendre au sérieux cette question, de pouvoir bien accueillir des personnes qui se tourneraient vers nous en tant que réseau. Le troisième point, c'est la question donc, du sentiment de manque d'appropriation des responsabilités par les employeurs. Ce qui est, alors, du côté des employeurs, on a eu assez peu de répondants, à peu près simplement 15% de nos membres, donc on n'est pas, c'est pas vraiment représentatif. Ça dit aussi quelque chose d'administrations qui sont débordées, parce que c'est souvent un poste. Il y a eu des mobilisations par ailleurs, donc c'est peut-être pas là l'endroit où nous, on fera peut-être le plus levier. Mais en tout cas, c'était intéressant d'avoir ces retours-là. Surtout que la plupart des structures qui ont répondu étaient des structures dont la direction était assurée par une femme, qui ne sont pas du tout majoritaires dans les membres de Futurs Composés. On avait interrogé les personnes, les membres physiques sur leur sentiment de l'état de la politique de prévention mise en place par leurs différents employeurs. Donc, ce qui ressort, c'est assez faible, par exemple sur des obligations d'affichage, de mettre en lien avec un référent, de communiquer clairement sur le protocole de signalement. C'est des choses qui apparaissent très, très peu. Un autre point qui était important, qui nous a semblé pertinent, c'est que l'OIT, l'Organisation internationale du travail, a pointé les différents facteurs d'exposition aux violences sexuelles et sexistes. C'est important de dire qu'il n'y a pas de victime type, qu'il y a des stratégies d'agresseurs qui repèrent des endroits de vulnérabilité. Et les endroits de vulnérabilité, ça va être le travail précaire, le travail de nuit, les déplacements, la faible mixité des équipes. Et ce qui nous a frappé, c'est que c'est une question qu'on a posée du coup aux membres employeurs, et que pour 70% d'entre eux ayant répondu, donc encore toute proportion gardée, on a seulement 15% de membres, c'est que
la précarité des contrats n'est pas un facteur d'exposition. De même que le travail de nuit ne l'est pas, ni la faible mixité des équipes. Donc, ce qui montre qu'il y a encore de la pédagogie aussi à faire à ces endroits-là, que l'endroit de la culture n'est pas exempt de ces violences-là. Ce qui ressort aussi, c'est une bonne connaissance quand même parmi les structures employeuses des obligations en tant qu'employeur. En même temps, quand on pose la question de ces obligations, qu'est-ce que vous avez mis en place, seuls 30% répondent avoir mis en place les différentes obligations. Donc, après, c'est normal en tant qu'employeur, c'est une obligation donc de répondre qu'on est au courant de ces obligations-là. Mais sur la mise en place, il y a vraiment un accompagnement qui est à faire et qui émane des recommandations de l'endroit des réseaux, de pouvoir mettre à disposition des outils plus facilement. Le CNM le fait, mais le plus nombreux on sera, le mieux on avancera. Besoin aussi d'ouvrir des endroits de réflexion sur, par exemple, les contrats de résidence, les conventions de résidence, pour qu'elles prennent en compte ces questions de violences sexuelles et sexistes, notamment quand il y a un hébergement sur place. Comment on peut penser collectivement cette question-là, de travailler aussi au contrat. Quelle mention on peut mettre dans des contrats. Ça, c'est des choses il y a plusieurs syndicats qui travaillent aussi sur ces contrats-là, mais c'est un besoin qui est ressorti de l'enquête. Voilà à peu près sur les grands traits de ce qui est ressorti. En tout cas, c'est des points qui nous encouragent à continuer à l'endroit de Futurs Composés à être vocaux et vocales sur cet engagement-là, à travailler avec d'autres réseaux sur des partages de méthodes, de continuer à se former pour l'accueil de l'écoute, être en meilleure capacité d'écoute de témoignages, collecter des données, faire réseau avec les autres réseaux autour de ces enjeux-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez ou que vous voulez réagir avant qu'on passe la parole à Katie, sur lesquelles vous voulez réagir, pardon? J'ai juste une question, parce que c'était pas clair pour moi. L'enquête, c'était ouvert à l'ensemble des membres, donc pas uniquement à des femmes, par exemple. Non. Ok. Non, parce que, c'est pas sans remettre en question la notion genrée des violences sexuelles et sexistes, mais je sais que nous, on insiste fortement sur le fait que ce n'est pas je dis ça avec des gros guillemets, un problème des femmes. Qu'un homme, une personne qui s'identifie ni comme homme ni comme femme peut tout à fait être victime de ce type de violence, et c'est pas uniquement quelque chose qui touche à des personnes, à des femmes, par exemple. Après, c'est vrai que sur toutes les questions, par exemple, de quel type de violence sexuelle et sexiste subit, la question a été posée. En fait, on pouvait se présenter en tant qu'homme, femme, ou ne pas se prononcer. C'est le choix qu'on a fait dans l'enquête. Et ce qui est ressorti sur, par exemple, les propos sexistes, c'était que donc 74% des femmes enquêtées disent en avoir subi, 60% des hommes disent ne pas l'avoir été. Il y avait pas on n'a pas eu de personnes qui ne se positionnaient ni comme homme ni comme femme. Ensuite, par exemple, sur la question des 30% des femmes enquêtées qui ont subi un contact sur une zone sexuelle dans le cadre de leur profession, 100% des hommes ont partagé le fait que ce n'était pas leur cas. Sur la question des viols subis, 100% des hommes ont déclaré que ce n'était pas leur cas. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas partagé là, mais c'est des données qui sont dans l'enquête, de pouvoir mettre en perspective. Voilà. Merci. Du coup, est-ce que ça te convient qu'on donne une perspective européenne sur... Je veux bien. Est-ce que tu peux faire office de aide des slides pendant que... Je vais juste montrer quelques slides. Je vois qu'il y a des personnes qui sont debout derrière. Si ça vous intéresse d'avoir une place assise, il y a quand même quelques places devant, donc n'hésitez pas à venir vous mettre plus près de nous. Je ne peux pas parler pour les autres, mais personnellement, je ne mords pas. Donc. Je n'en dirai pas. Le petit bouton vert, ça marche pas? Oui. Ouais. Voilà, super.
Bonjour à toutes et à tous. Anne-Flavie l'a déjà dit, mais moi je m'appelle Katie Kerridji-Watts. Je suis en charge de la recherche et des publications au sein d'un réseau, le réseau international pour la mobilité culturelle qui s'appelle On the Move. Voilà, et c'est dans ce cadre-là que je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un rapport que j'ai eu la chance de coécrire avec une curatrice polonaise. Le rapport s'appelle Me Too in the Arts, From Call Out to Structural Change. Voilà, il est disponible sur le site shift-culture.eu. C'est en anglais, mais nous avons aussi rédigé un résumé du rapport en français que vous pouvez également télécharger sur le site. Il est gratuit. Si vous avez votre portable ou ordinateur avec vous, vous pouvez y aller pendant que je parle, il n'y a pas de problème. Donc, encore une fois, c'est un rapport qui a été commandé dans le cadre d'un programme Erasmus+, qui s'appelle Shift Culture, qui a réuni 9 réseaux culturels européens et qui a travaillé sur différents sujets dans les questions de genre et relations de pouvoir. Et donc, c'est On the Move en collaboration avec un réseau international pour les arts du spectacle contemporain qui s'appelle IETM, on a co-mené en fait ce travail-là particulièrement ensemble. Le rapport que nous avons publié est basé sur une recherche approfondie qui comprenne 23 entretiens avec des professionnels ayant des rôles variés dans différents pays à travers l'Europe, une assez grande variété de documentation existante et 2 sessions de feedback ouvertes qui, entre les deux, ont rassemblé plus de 250 personnes. Et l'objectif de notre rapport, c'était de pouvoir proposer quelque chose d'utile pour des personnes qui travaillent dans les arts et qui veulent prendre des mesures qui vont au-delà de la dénonciation. Donc, encore une fois, moi, je ne suis pas particulièrement spécialiste de ces questions-là en France et sur le réseau national. Je suis vraiment là pour apporter un perspective européen et international sur ces sujets-là et sur ce que peuvent les réseaux à cet endroit-là. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Donc, je ne vais pas vous parler de l'ensemble de ce qui est dans l'étude, mais j'ai quand même partagé quelques points clés. Donc, j'ai parlé d'abord de 3 choses majeures que nous avons appris au cours de nos recherches. La première, c'est, Anne-Flavie l'a dit tout à l'heure, mais la précarité est vraiment un terreau fertile pour le harcèlement et l'abus de pouvoir. Pourquoi ? Parce que les personnes qui travaillent dans des conditions précaires manquent souvent de ressources, tout simplement, telles que l'argent, les relations solides avec des personnes en position de pouvoir, une réputation, un profil public. Et quand on ne dispose pas de certaines ou toutes de ces ressources, on n'est probablement pas en mesure de dire non à des situations d'exploitation ou face à un comportement inapproprié. Qui sont les personnes employées de manière précaire, notamment dans le spectacle vivant? C'est les artistes indépendants, les freelancers, les immigrés, les jeunes professionnels, les stagiaires et tout simplement toute personne qui n'est pas suffisamment payée pour se créer un filet de sécurité afin de quitter un emploi lorsqu'il est devenu une source de souffrance. Le deuxième point, une des choses majeures que nous avons appris au cours de notre enquête, c'est que le soutien des dirigeants et dirigeantes est indispensable au changement structurel. C'est-à-dire que passer de la dénonciation des comportements nuisibles à la mise en œuvre d'améliorations concrètes au sein des organisations nécessite un soutien réel de la part des personnes ayant des responsabilités de haut niveau. Passer de l'expression de la souffrance à la prise d'action significative pour éradiquer le harcèlement et les abus de pouvoir est un processus. Et ce processus ne fonctionne que quand les dirigeants et dirigeantes accueillent les discussions, écoutent et facilitent le changement au travail. Et c'est à nuancer avec le fait que souvent ces dirigeantes peuvent se sentir isolées dans leurs fonctions, pointés du doigt ou tenus pour seuls responsables d'un système qu'ils ont héritier, en fait. Voilà. Donc, ça veut dire tout simplement qu'ils et elles ont vraiment besoin de réseaux de solidarité professionnelle parce que il est tout simplement plus facile de soutenir les autres quand on est soutenu soi-même. Et c'est aussi parce que
troisième point, le processus de changement est souvent complexe et exigeant en termes de ressources. La recherche derrière cette étude nous a montré que de nombreuses organisations entament un processus de changement que lorsqu'il y a déjà une accusation de comportement inapproprié et qui nécessite une réponse sérieuse. En gros, quand c'est déjà la crise. Donc, les enquêtes et les allégations de harcèlement et abus de pouvoir doivent être menées avec le plus grand soin. Les émotions peuvent être très, très vives. Ils peuvent avoir des systèmes, comme on vient d'évoquer, des systèmes juridiques et administratifs complexes à respecter. Et pour élaborer de nouvelles politiques ou adapter des anciens, on doit très probablement avoir de nombreuses conversations internes et externes à l'organisation. Et tout simplement, ça devient rapidement épuisant pour les personnes concernées. Nous avons reçu plusieurs témoignages de personnes, et notamment les femmes, qui ont accepté une charge de travail supplémentaire et au-delà de la responsabilité et du périmètre de leur poste, sans être rémunérées pour ce temps et ce travail supplémentaire, pour aider leur employeur à faire face à une situation d'urgence. En fait, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Donc, vous parlez d'abord de 3 recommandations. Encore une fois, c'est des recommandations au niveau européen. Donc, la première, c'est quand même à nuancer avec tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y a quand même un cadre légal, juridique en France qui est assez clair, en fait, sur de nombreuses choses. C'est pas forcément le cas de tous les pays. Mais encore une fois, la première recommandation est d'abord de consacrer du temps et des efforts à formuler un consensus autour d'une terminologie précise. Et c'est tout simplement parce que souvent, souvent, c'est pas très clair pour plein de gens qu'est-ce que ça signifie exactement harcèlement sexuel, violence sexiste, abus de pouvoir. Et on en parle dans l'étude. Souvent, quand on demande à des gens s'ils ont subi une terme vague, une violence sexiste, ils vont dire non. Mais si on détaille des comportements précis, le nombre de personnes augmente drastiquement, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que, notamment, une terminologie précise et d'avoir un consensus avec ses pairs, c'est très important à cet endroit-là. Et aussi, une fois qu'ils sont rédigés et que vous avez ces consensus-là, les partager, en fait, les mettre à disposition, mettez-les à votre site internet, faites de l'affichage, enfin voilà, c'est écrire ensemble des choses, mettez ça sur du papier, prenez le temps de le faire, ça va prendre du temps, mais aussi afficher ce travail une fois qu'il est fait. Une autre recommandation, c'est d'œuvrer de travailler à la création d'un standard sectoriel pour que les chefs reçoivent une formation sur la création d'environnements professionnels sûrs. Voilà. Enfin, encore une fois, on a la chance d'être en France et ces choses commencent à être mises en place. Encore une fois, ce n'est pas forcément le cas de tous les pays. Mais voilà, pour parler de façon générale, la gestion des relations humaines n'est malheureusement pas forcément un point fort dans le secteur culturel, pour plusieurs raisons. Et il arrive souvent que les artistes et des curatrices soient nommés à des postes de responsabilité sans qu'ils et elles possèdent les compétences nécessaires pour prévenir ou réagir au harcèlement et aux abus. Voilà, donc le processus de recrutement des autres responsables dans le secteur du spectacle vivant, mais pas que, doivent tenir compte de ces questions. Ça veut dire qu'il faut poser des bonnes questions aux candidateux et former les cadres. Et également, nous pensons aussi également envisager des modèles alternatifs à celui qui a tendance à dominer, qui est une personne seule au sommet de l'hiérarchie. Une troisième recommandation dont je vais vous parler rapidement aujourd'hui, c'est, encore une fois, c'est cette question de précarité de travail, de comprendre vraiment en quoi les conditions de précarité augmentent la vulnérabilité aux abus potentiels et agir à cet endroit-là. Particulièrement si vous travaillez avec des artistes indépendants, des freelancers, des immigrés, des jeunes, des stagiaires, des étudiants. Vraiment, c'est très important de prendre des mesures proactives pour répondre à leurs besoins. Ça peut prendre plein de formes différentes. Tels que s'assurer qu'ils soient conscients de leurs droits légaux. Ça, vous en avez déjà évoqué pas mal. Tout simplement,
faire au maximum de leur verser une rémunération équitable et décente pour l'ensemble de leur travail. Mais ça peut être aussi des choses plus subtiles, comme les aider à renforcer leur réputation par des recommandations et des éloges, en tout cas, leur aider à avoir une réputation et eux-mêmes prennent une place plus empouvoirée dans le secteur, grandir en tant que professionnel. Cela signifie également qu'il faut s'assurer que toute personne, encore une fois, qui interagit avec votre organisation, sait à qui s'adresser et à quoi s'attendre si elle est victime de harcèlement ou d'abus. Et sur le dernier slide, je vais parler... Il y avait tout plein de logos très jolis sur l'ensemble de nos partenaires. Encore une fois, on était 9. Voilà, mais c'est juste pour terminer sur ce point-là que c'est une conviction qu'on a, qui est à la fois une conviction, mais aussi quelque chose qui est ressorti de l'étude, c'est que le soutien des réseaux culturels européens est vraiment nécessaire pour favoriser le changement structurel à un niveau transnational. Pourquoi ? Parce que ces réseaux-là, en particulier ceux qui fonctionnent au niveau international, existent pour favoriser le dialogue et la collaboration vers une cause commune. Au cours de nos recherches, nous avons appris à quel point le mouvement MeToo peut être très très différent d'un pays à l'autre. Encore une fois, j'ai coécrit ce rapport avec une co-autrice polonaise. Donc, elle nous a vraiment insisté sur le fait que, par exemple, notamment dans les pays d'Europe de l'Est, le mouvement peut être vécu très différemment dans un contexte politique et culturel qui est vraiment différent de celui dans les pays plus à l'Ouest. Et nous sommes vraiment convaincus qu'il est essentiel que nous travaillions à inclure nos collègues dans les arts où les révélations d'harcèlement endémique commencent à peine à arriver. Sans compter, comme je viens de dire, que les contextes culturels et politiques peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre. Ces différences et les réels risques de récupération ou de backlash doivent être pris en compte lorsqu'on se réunit en tant que travailleurs et travailleuses de l'art. Les réseaux internationaux peuvent également être des espaces d'apprentissage collectif, comme on vient de dire, et de mise en commun des ressources. Le travail de Shift Culture sur le genre et les relations de pouvoir comprend également une bibliographie annotée de 50 pages qui compile des documents politiques, des manuels pratiques et des exemples de campagnes militantes. Et chacun des 9 réseaux qui se sont associés pour Shift consulte ses membres pour créer des groupes de travail, pour proposer des formations et pour faciliter l'accès à une aide professionnelle externe en cas de besoin. Les réseaux internationaux ont le potentiel de devenir de puissantes plateformes de plaidoyer pour l'amélioration des conditions de travail, en particulier lorsque leurs membres l'exigent. Lorsque le secteur parle d'une seule voix pour exiger des changements, nous pouvons faire pression sur les décideurs et décideuses politiques et les organismes du financement. Et nous pouvons plaider en faveur de réglementations qui nous protègent lorsque nous traversons des frontières pour notre travail dans les arts, ce que beaucoup de notre collègues n'ont pas d'autre choix que de faire. Et pour terminer, lorsqu'on rejoint un réseau au niveau national et international et qu'on y participe activement, on s'engage à croire qu'on est plus fort ensemble que seul. Voilà, ça c'est vraiment, j'ai vraiment fait rapidement. L'étude est assez dense, les recommandations également, la bibliographie aussi. C'est vraiment un travail qui a duré plus d'1 an en fait, qui est vraiment. Enfin, moi je suis là pour la présenter aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui ont participé à ce que cette étude voit le jour. Mais voilà, et peut-être aussi pour terminer, je suis très très heureuse d'être ici à Paris en France pour présenter ce travail-là. C'est la première fois que j'ai l'occasion de le présenter en France. Depuis qu'il est publié, j'ai pu le présenter en Allemagne, en Slovénie, au Kosovo et au Mexique. Voilà, donc
Et nous avons aussi conscience des choses qui se passent en Suisse, en Autriche, au Royaume-Uni, par exemple, sur ces questions-là. Donc, c'est vraiment une question... je suis très, très heureuse que la France fait plein de choses et d'être là avec des personnes qui font des choses formidables au niveau national. Mais sachez aussi que c'est quelque chose, c'est une question qui active l'espace à niveau international et c'est très important parce que, juste peut-être... Combien de vous, parmi vous, voyagez à l'international, ou même ne serait-ce qu'occasionnellement dans le cadre de votre travail? Donc, un pourcentage quand même assez conséquent. Et voilà, donc ça peut être... Qu'est-ce qui se passe si une situation de harcèlement ou d'abus vous arrive dans un autre pays, dans le cadre professionnel? Typiquement, ce genre de questions. Voilà, et donc nous, les réseaux internationaux, on ne peut pas se substituer à ce qui se passe au niveau national. On n'est absolument pas du tout là pour ça, mais on est là pour... c'est le début. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais on est vraiment là pour s'assurer que c'est pas parce que tout se passe bien dans notre pays et dès qu'on se déplace, on se sent pas protégé, pas informé, pas au courant de nos droits. Voilà, et aujourd'hui... sauf si je me trompe, il n'existe pas vraiment de réglementation à l'échelle européenne sur ces questions-là. On y travaille, c'est vraiment le début des relations avec la Commission européenne pour prendre en compte ces questions-là. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire sur cette question-là. Mais sachez que, voilà, quand vous travaillez à l'international, ces questions-là s'appliquent aussi. Et sachez qu'il y a des réseaux qui prennent en compte ces choses-là et qui essayent d'agir pour qu'il y ait une protection quand on traverse les frontières pour son travail dans le milieu des arts. Voilà. Merci beaucoup à Katie pour tout ce qu'elle a dit. Dire effectivement qu'on a également la préoccupation de diffuser nos actions favorables à l'égalité entre les femmes et les hommes et notamment à la prévention des violences sexuelles et sexistes à l'échelle européenne. On travaille beaucoup avec la Commission européenne qui a fait quand même de l'égalité entre les femmes et les hommes en général l'un de ses axes forts. Nous avons participé beaucoup, la France j'entends, à un groupe de travail sous la forme d'une méthode ouverte de concertation dans le jargon de la Commission européenne qui a produit, il y a maintenant à peu près 3 ans, un rapport sur l'égalité femmes-hommes dans les secteurs culturels et artistiques. Et nous avons organisé, il y a une dizaine de jours seulement, au ministère de la Culture en France, un séminaire qui a rassemblé une quinzaine de pays européens qui sont venus pour qu'ensemble, nous dressions le bilan des recommandations qui avaient été énoncées dans ce rapport, parce qu'évidemment, on ne se contentait pas de faire un constat très, très, très cruel et très lucide, donc pas bon du tout, de la situation des femmes et des hommes dans le secteur culturel et artistique en Europe. Donc voir où nous en étions 3 ans après la production du rapport et voir également quels étaient les axes de progrès et de recommandations que nous pouvions nous-mêmes, États membres, formuler ensemble. Comme le disait Katie très bien, on est beaucoup plus fort ensemble que tout seul, à l'égard de la Commission européenne, de façon justement, et du Conseil des ministres de la culture européen, de façon à justement avoir une réglementation à l'échelle européenne qui puisse traiter de ces sujets au-delà de ce que un pays, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, etc., peut mettre en place. Avoir au moins, je sais que ça peut paraître pas très ambitieux, mais même pour arriver à ça, c'est difficile, une espèce de plus petit dénominateur commun qui soit une espèce de socle partagé, à la fois sur l'égalité femmes-hommes, mais également sur la protection en matière de violences sexuelles et sexistes. Et on sait qu'on a, et Katie l'a dit très bien, des sensibilités et des réalités sociales, économiques, politiques différentes d'un pays à l'autre, que la situation dans l'Est de l'Europe n'est pas exactement équivalente à celle qu'on trouve à l'Ouest. Et donc, il faut arriver à tout prix à formuler des propositions qui soient à la fois exigeantes, ambitieuses, mais également réalistes et acceptables pour avoir un socle commun de protection, au moins au niveau des violences sexuelles et sexistes. Donc, la dimension européenne est capitale parce qu'on ne peut pas traiter de ces sujets
comme si la France était une île séparée de l'ensemble des autres pays. Oui, et notamment parce que, on vient de voir avec la nombre de personnes qui ont levé la main, c'est que le fait de se déplacer dans un autre pays, c'est un phénomène courant, en fait, dans les arts. Ça arrive pas forcément à tout le monde, mais ça arrive quand même à une bonne partie du secteur. Et c'est aussi que quand on se déplace dans un niveau professionnel, on a besoin de savoir quelles lois s'appliquent, est-ce qu'il y a des normes culturelles sur le fait de toucher certaines parties du corps sans les même dans un autre pays. En fait, on a besoin vraiment d'avoir de l'information là. Et aujourd'hui, cette information, ça manque complètement au secteur, par exemple. Et peut-être... Ouais. Pardon, Flavie, elle va me gronder. Mais dire que qu'aujourd'hui, à l'échelle européenne, ce travail s'élabore une réflexion très intéressante sur le statut de l'artiste. Ce qui, évidemment, est une donnée extrêmement forte qui unifie la réflexion sur ce sujet à l'échelle des 27 pays membres de l'Union européenne et qu'on a constaté avec Corinne, Corinne Sadki du Centre national de la musique, avec beaucoup d'intérêt, que parmi les mesures qui devront figurer dans ce statut européen de l'artiste figurent des réflexions importantes sur l'égalité femmes-hommes et sur la protection à l'égard des violences sexuelles et sexistes. Donc tous les outils, vous dire finalement que nous sommes extrêmement opportunistes, extrêmement pragmatiques. Nous sautons sur toutes les occasions qui se présentent de faire en sorte d'inscrire dans la durée, dans le droit finalement, ces notions d'égalité et de protection. Et on pense que réfléchir à un statut européen de l'artiste peut constituer une base de travail extrêmement intéressante pour faire en sorte que ces notions-là soient réellement incluses. Excuse-moi. Vas-y. Parce qu'on doit finir bientôt, pour pouvoir garder un temps pour une ou deux questions. Mais je voulais juste dire que quand on a commencé à travailler Futur Composé sur l'élaboration de l'enquête, c'était très réjouissant de voir que le travail était mené aussi à une échelle européenne en termes de perspective. Et quand on a échangé il y a un an, au tout début de l'enquête, on parlait de la question de comment on travaille en fait à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Tu me disais le besoin qu'il y a aujourd'hui, c'est de structurer au niveau national l'action entre réseaux. Donc d'où l'objet aussi de cette table ronde. On prend des questions. Oui, je voulais juste compléter ce que dit Anne. C'est très très rapide parce que c'est une information qui m'était partagée ce matin avec ma collègue Marie Le Sour, qui est la secrétaire générale dans The Move. Et ce qui est que cette semaine, le Parlement européen va voter sur le cadre européen pour la situation sociale et professionnelle des artistes et travailleurs dans le secteur culturel et créatif, et que la question de harcèlement en fera partie, tout comme celle de la santé mentale. Voilà, donc c'est quand même, Mais moi, je n'étais pas au courant, elle m'a dit ça ce matin. Elle m'a dit si je pouvais partager ça avec vous, c'est intéressant, c'est que voilà, des choses bougent. Voilà, je sais, c'est pas toujours facile de travailler sur cette question-là, d'entendre, on parle quand même des choses lourdes, mais sachez que, il y a quand même des choses positives qui arrivent et qui avancent, et c'est important de le savoir aussi. Voilà, la parole est à vous. Et à l'échelle internationale, il y a la Convention d'Istanbul aussi, qui est en endroit d'inspiration. Merci, bonjour. Je suis Camille Cheminet, je travaille pour la compagnie Décor Sonore et par ailleurs, je suis engagée dans le chantier égalité femmes-hommes de la Fédération nationale des arts de la rue, donc le secteur plutôt arts de la rue. Et en fait, j'avais une question qui était plutôt pour Anne-Flavie, puisque justement, c'est dans le cadre de ces réseaux qui se saisissent de ces questions. Comme tu l'as dit, la question de la confiance au sein du réseau est extrêmement importante pour qu'il se passe quelque chose et pour que la parole se libère, notamment. Et nous, c'est quelque chose qui a pu nous poser question, puisque ce sont des réseaux qui sont constitués de membres bénévoles qui s'impliquent dans des groupes de travail. Et il me semble que d'ailleurs, c'est quelque chose qui peut faire partie des stratégies des agresseurs, c'est-à-dire de se placer dans ce genre de poste à responsabilité ou du moins militant. Et nous, on a eu le cas de personnes qui avaient fait l'objet de signalements par rapport à des agressions au sein de la commission égalité femmes-hommes. Et donc là, voilà, c'est vraiment le problème, c'est qu'ensuite, ça pourrit, en gros, le chantier en lui-même et qui fait que la confiance est un peu entachée. Et on n'a pas du tout su comment se saisir de ce problème. Et en tant qu'association, en tant que réseau militant.
Et bon, il se trouve que ça s'est régulé, voilà. Peut-être qu'à force de formation, à force de discours aussi, au bout d'un moment, ces personnes finissent par sortir. Mais voilà, c'est une question qu'on s'est posée. Je voulais savoir si ça a été le cas aussi à Futur Composé ou pas. Enfin. Merci, pardon. Pas à ma connaissance, il y a Laurence qui est derrière. Par contre, c'est là où je me dis que c'est vraiment important de connaître d'autres réseaux quand nous, on est défaillants par rapport à une situation de rapport de pouvoir au sein d'un groupe pour pouvoir donner un autre endroit et pas laisser la personne qui est victime seule. Ouais. Oui, j'avais une mini-remarque en ce qui concerne l'international, en fait. C'est que pas seulement les victimes potentielles fonctionnent, enfin travaillent dans plusieurs pays, c'est que les agresseurs... moi, j'ai un cas sur lequel je suis impliquée d'un agresseur qui vit entre plusieurs pays et qui jouit complètement de ce bordel d'informations divergentes. Et donc, avoir accès à des informations sur qu'est-ce qui est le tronc commun nous aiderait grandement, en fait. Parce que là, il y a vraiment... et pourtant, c'est 2 pays d'Europe de l'Ouest et tout ça, qui on pourrait dire que les lois ne sont pas si divergentes. Mais voilà. Donc, je suis ravie d'entendre que ça communique et ça se coordonne, en fait. Oui, et merci pour ça. Enfin, encore une fois, ce que pouvant faire les réseaux internationaux aujourd'hui, c'est vraiment du plaidoyer, en fait, encore une fois, auprès des décideurs et décideuses publiques. Enfin, on n'est pas là pour dire absolument comment ça doit être fait, mais on est là pour dire que c'est un problème et qu'il y a des choses qui manquent aujourd'hui, des outils, un cadre légal, et qu'il faut que ces choses-là soient mises en place, mais on n'est pas forcément expert de exactement comment on les fait ou autre. Mais on est là pour porter la parole du secteur, une réalité et des souhaits auprès des instances comme la Commission européenne, par exemple. D'autres questions ? Je pense que la formation, on parlait justement des bénévoles. Il y a un blanc là, il y a un trou. On en parle souvent avec Agnès en fait, parce que la prise en charge en fait des formations, elle est ok avec l'AFDAS, une formation qu'on soit. Mais en fait, quand on arrive aux bénévoles, nous on le voit parce qu'au CNM il y a une obligation de formation. Et sur les bénévoles, en fait, on reste un peu sans voix, on ne sait pas trop quoi dire, en fait. Donc ça, il y a vraiment un truc là-dessus sur lequel il faudrait qu'on bosse, en fait. D'autant plus que c'est les conseils dans le spectacle vivant, dans la culture, c'est beaucoup d'associations, conseils d'administration qui ont la responsabilité d'employeurs, qui sont des bénévoles. Et dans l'enquête, c'est ce qui ressort aussi de « Ah, en fait, on n'avait pas réalisé qu'il y avait quand même une responsabilité, même si on était bénévole, et même s'il n'y a pas un cadre contractuel. » Donc c'est vraiment un enjeu en formation. Oui, je reviens sur la question de la formation. Moi, je suis administratrice de plusieurs compagnies. Et en fait, j'ai pas très bien compris s'il y avait des formations qui étaient gratuites. J'ai l'impression que c'est plutôt sur nos crédits personnels. Non ? Ah, ok. Celle que nous avons mise en place avec l'AFDAS, justement, qui est l'OPCO, enfin l'opérateur de compétences, qui œuvre en matière de formation continue, enfin de formation professionnelle, dans l'ensemble de nos secteurs culturels et artistiques. Cette formation qui a été mise en place avec la liste des organes, enfin, des structures capables de la dispenser, la formation, cette formation est prise en charge par l'AFDAS sur les fonds de la formation continue sans que ça pèse sur les budgets de formation des structures elles-mêmes. Donc, si vous allez sur le site de l'AFDAS, si jamais vous pouvez très bien vous adresser à moi aussi, mais si vous allez sur le site de l'AFDAS, vous verrez comment s'organisent ces formations, comment on s'y inscrit et comment, financièrement, on a fait en sorte d'alléger au maximum la charge financière pour qu'elle soit nulle pour les structures, mais aussi pour les individus qui souhaitent y accéder, de même qu'on a supprimé le jour de carence pour les intermittents et intermittentes qui peuvent y accéder tout de suite à ces formations-là sans bourse déliée. Ce qui, évidemment, est très important. Du coup, en fait, ça continue un peu. Enfin, ma question continue là-dessus, c'est que j'ai l'impression que moi, mes crédits AFDAS, je pourrais les utiliser peut-être pour d'autres formations. En fait, ce que je veux pointer là, c'est qu'on est souvent des femmes en administration à travailler pour des hommes qui, du tout, trouvent compliqué d'être formés sur ces questions-là parce qu'ils ont peut-être ils peuvent vite être considérés comme des prédateurs. Et du coup, c'est peut-être... nous, c'est une question on s'est posé cette question au sein d'une compagnie. Donc, ce serait moi qui serais formée.
mais du coup, quand même, je prendrais mes crédits personnels. Non. Non, justement, on a été plus loin que ça, parce qu'avec l'AFDAS et avec Thierry Teboul, qui est un homme formidable, on a mis en place un dispositif qui permet de financer ces formations sans toucher. Alors, je ne suis pas aussi technicienne que lui, je le dis beaucoup moins bien qu'il le dirait, mais nous avons mis en place la prise en charge financière de ces formations VSS sans que cela ponctionne les crédits de formation continue mis à disposition des différentes structures pour d'autres formations, des formations techniques, artistiques, professionnelles, différentes. Donc c'est vraiment une espèce d'îlot préservé. On a considéré que ces formations-là devaient être financées sans que cela pèse ni sur les individus, ni sur les structures, ni sur les budgets de formation normaux, habituels des structures elles-mêmes. Donc on peut très bien imaginer qu'une structure bénéficie de ces formations et dispose tout autant de ses moyens habituels pour former ses membres, ses salariés, à d'autres compétences qui sont rendues nécessaires par l'exercice même de ces fonctions. Donc voilà, on a vraiment voulu isoler voilà, non, parce qu'on est conscient et consciente de ces difficultés-là. On s'est dit que tout ce que nous pouvions faire pour les atténuer, voire pour les faire disparaître, devait être mis en œuvre. Merci. Moi, c'est juste un témoignage par rapport aux bénévoles. Justement, du coup, nous, on a fait une formation sur site et il y avait le nombre de salariés nécessaires pour payer l'intervenant et du coup, qui a été d'accord d'intégrer les bénévoles de nos conseils d'administration. Donc, il est toujours possible, éventuellement, du moment qu'on a le nombre de salariés nécessaires pour financer, de demander l'autorisation à l'intervenant d'ajouter un nombre de bénévoles à la formation. En tout cas, ça s'est fait et c'était super. Après, pour revenir là-dessus, on a fait cette fameuse journée de formation, mais je trouve que ce n'est pas suffisant encore. Et justement, moi, ce que je trouve, c'est ouvrir la parole dans des toutes petites équipes. Je pense que les réseaux, on aurait besoin d'espaces d'échange, en fait, dans les réseaux, justement par rapport à cette... On a vu tout à l'heure Elle dirige, par exemple, mais ça serait tout simplement comment échanger entre nous pour... voilà, parce que ça peut être compliqué dans des toutes petites équipes d'accueillir les paroles. Alors que si on échange dans les réseaux, donc je ne sais pas si ça se fait à Futur Composé, s'il y a un groupe de parole. En tout cas, il n'y en a pas à la FEVIS, donc ça serait bien de le suggérer. Et puis, voilà, de suggérer qu'il y ait des endroits de parole entre les dirigeants qui vivent ça, quoi, les dirigeants ou les salariés, quoi. Voilà. On avait eu ce meeting à Futur Composé qui était super intéressant avec une avocate qui avait pointé attention aussi aux attaques en diffamation, etc. Le meeting en question, on était surtout des femmes à avoir assisté. Et depuis, ce que je vois, c'est qu'elle avait dit un truc très pertinent et intéressant sur le fait que des gens qui n'étaient pas concernés... Vous m'entendez des gens qui n'étaient pas concernés pouvaient parler trop légèrement d'anecdotes et mettre les vraies victimes en danger. J'ai vécu ça, là, pas à titre personnel exactement, mais récemment, c'est exactement ce qui se passe dans le cas qui nous occupe. C'est qu'il y a des bruits de couloir et tous les gens, enfin des gens bien intentionnés aussi, qui ne sont pas au courant de ce genre de choses, parlent à tort et à travers. Et ça met toutes les victimes en danger. Et donc là, j'ai l'impression que le bénéfice de ces formations, ce serait aussi de faire ce genre de prévention à cause de la parole désinvolte de beaucoup qui met tout le monde en danger, quoi. Donc j'espère que ça va se généraliser et que oui, tout le monde sera formé en fait à ce qui est possible. Il va falloir qu'on s'arrête. Merci beaucoup à toutes les deux et merci pour votre présence. On continue. Merci.